Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalam ala Rasulillah. Alors, toujours votre enseignant, Monsieur Marlaoui, ravi de vous présenter toujours les cours des vibrations mécaniques des systèmes à 2 degrés de liberté. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des systèmes à 2 degrés de liberté forcés. Et pour ce faire, nous traitons un exemple qui contient 2 masses M1 et M2, un système à 2 degrés de liberté. Les 2 masses sont reliées par un ressort parfait de raideur K'. Les 2 masses sont reliées à des bâtis fixes par l'intermédiaire de K1 et K2. La force d'amortissement ou bien l'amortissement du système est représenté ici par un amortisseur de coefficient de frottement alpha. Une force extérieure est appliquée à la masse M1. Cette force est sinusoïdale, d'amplitude F0 et de pulsation oméga. Les énergies cinétiques et potentielles sont déterminées comme d'habitude. C'est la somme des énergies cinétiques des 2 masses pour l'énergie cinétique. Pour l'énergie potentielle, ça sera la somme des énergies potentielles emmagasinées par K1, K2 et K'. Pour la fonction de dissipation, ici, c'est 1 demi alpha x1 point carré. Pour le travail de la force extérieure, c'est F de t fois x1 de t. C'est le produit scalaire entre la force et le déplacement du point d'application de la force. Et comme ces derniers sont parallèles, ça devient un produit simple. L'utilisation des équations de Lagrange permettent d'établir le système suivant d'équations. La première équation avec un second membre, c'est la dérivée du travail par rapport à la coordonnée généralisée x1. Ici, la dérivée par rapport à x2, c'est 0. Les 2 équations sont des équations linéaires du second ordre, ayant un terme de couplage en K'. Vous le remarquerez ici sous la forme matricielle que la matrice qui contient un élément non diagonal qui est non nul, c'est la matrice énergie cinétique potentielle. Et donc nous avons un couplage élastique. Ici les termes non diagonaux sont nuls. Pour l'énergie cinétique aussi c'est nul. Alors, pour la résolution de notre système d'équations, nous optons pour la méthode des substitutions au sinusoïdal. Cela nous permet d'écrire les équations aux vitesses, de déterminer l'impédance mécanique et d'écrire l'analogie électromécanique et les lois de Kirchhoff, l'équivalence force-tension. À partir de là, nous allons tout d'abord définir ce qu'est l'impédance. L'impédance en général, c'est la cause sur l'effet. En mécanique, la cause, c'est la force qu'on applique à un système mécanique. L'effet, c'est sa vitesse. Alors ce rapport, s'il est grand, ça veut dire que la vitesse est faible et donc l'impédance du système est grande. Si le rapport est petit, ça veut dire que l'impédance est faible. Donc l'impédance est une caractéristique propre du système. Alors, la solution, le second membre est une fonction, ou bien la force extérieure est une fonction sinusoïdale. La solution de nos équations sont des solutions sinusoïdales. Par conséquent, la dérivée première c'est j oméga fois la fonction. La dérivée seconde c'est j oméga fois x point. Alors par conséquent, en tenant compte de tout cela, mon système d'équations obtenu par les équations de Lagrange me permet d'avoir 2 écritures. Une première écriture en fonction des vitesses
où l'accélération c'est la dérivée de la vitesse et le déplacement c'est l'intégrale des vitesses. Le second mot pour la première équation est f de t. Deuxième manière d'écrire, cette forme-là est appelée forme intégro-différentielle. Il y a une deuxième manière d'écrire en fonction des vitesses. Deuxième manière, c'est en faisant intervenir la notation complexe. Alors l'accélération, c'est j oméga fois la vitesse. Le déplacement, c'est l'intégrale, donc c'est la fonction divisée, c'est la vitesse plutôt divisée par j oméga. Et pourquoi tout cela? Tout cela afin de déterminer l'impédance. L'impédance est une relation entre la force et la vitesse. Donc, afin d'avoir une relation entre la force, d'établir cette relation, nous mettons notre équation différentielle qui fait intervenir l'accélération et le déplacement. Nous l'écrivons en fonction des vitesses. Donc cela nous permet à partir d'ici d'établir une relation entre f et x1 point. F sur x1 point étant l'impédance d'entrée du système. C'est la force divisée par la vitesse du point d'application de la force. À partir de là, nous avons notre écriture qui nous permet aussi d'avoir par analogie électromécanique, l'équivalence du système d'équations en mécanique en électricité. Il suffit, cette analogie, elle n'est pas seulement mathématique, mais elle est physique. M1, son analogue en électricité, c'est l'inductance, L1. Alpha, c'est l'élément physique qui permet de convertir l'énergie mécanique en quantité de chaleur, c'est les pertes d'énergie. Son équivalent en électricité, c'est la résistance. L'équivalent en électricité de l'élément qui conserve l'énergie, ou bien qui emmagasine de l'énergie, en mécanique, c'est la constante de raideur. En électricité, c'est le condensateur qui emmagasine l'énergie sous forme de charge électrique. L'équivalent de la force en mécanique, c'est la force électromotrice. En électricité, et en mécanique, les vitesses ont un équivalent qui sont les courants électriques I1 et I2. Ces deux équations me permettent d'établir le schéma électrique équivalent au système mécanique. Pour nous, nous avons deux équations, donc deux mailles. La première maille est traversée par un courant I1 qui est débité par un élément, un générateur de force électromotrice E de T. Et ce générateur-là, de force électromotrice E de T, c'est lui qui débite un courant I1. Ce courant I1 va traverser une inductance, une résistance R et un condensateur, ce que nous voyons ici. Donc inductance, résistance et condensateur C1. Nous avons une deuxième maille qui sera traversée par un courant I2. Ce courant I2 va traverser deux éléments C2 et L2, ce que nous voyons ici. À partir de ces équations, nous avons une troisième branche qui est traversée par le courant I1 moins I2. Si on voit dans un sens et dans un autre sens, c'est I2 moins I1. C'est l'élément C', c'est le condensateur C'. C'est la branche intermédiaire. Si on utilise la loi des nœuds, on se retrouve. Donc, ici, si vous voulez,
cela, à partir de cette écriture complexe, nous permet d'avoir le système électrique équivalent au système mécanique. Alors, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. À partir de notation complexe, il suffit de tirer la relation entre f et x1 point. De la deuxième équation, on tire x2 points en fonction de x1 point. On remplace dans la première équation, on trouve f en fonction de x1 point. f divisé par x1 point donne tout simplement l'impédance d'entrée. Cette impédance est représentée par cette formule-là. Nous constatons que l'impédance ne dépend pas seulement des éléments du système mécanique, mais elle dépend aussi des pulsations, de la pulsation de la force extérieure, ce qui est quand même remarquable. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un système mécanique qui résiste beaucoup au mouvement et avoir un système mécanique qui est favorable, très favorable au mouvement du système, plutôt au mouvement. Et puis, cela ne dépend pas seulement des caractéristiques du système, M1, M2, K1, K2 et K', mais ça dépend aussi de la pulsation de la force. Et c'est là que nous allons parler de la résonance. C'est-à-dire, pour une pulsation particulière, nous pouvons avoir un phénomène de résonance, comme nous pouvons avoir un phénomène d'anti-résonance. Regardons de près cette expression. Si le numérateur est nul, nous avons une impédance ZE qui sera égale à alpha, et cette impédance sera minimale, étant donné que le module de ZE, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Si la partie imaginaire est nulle, donc ZE devient égal à alpha et c'est la plus faible valeur du module de ZE. Et donc la plus faible valeur ZE minimum, un ZE minimum veut dire un x1 point maximum. Si nous regardons de près aussi, si ce terme-là est nul pour un oméga donné, nous aurons un ZE infini. À ce moment-là, ZE, s'il est infini, cela veut dire que x1 point est nul. Et si x1 point est nul, nous appelons ce phénomène l'anti-résonance. Donc nous avons le phénomène de résonance et le phénomène d'anti-résonance. Le phénomène de résonance correspond à un maximum d'amplitude, de déplacement et donc de vitesse. x1 max, ça veut dire x1 point max. Et donc, s'il est max, donc l'impédance est minimale, c'est la résonance. Si c'est 0, l'impédance est infinie. Alors, regardons de près, si ce terme est nul, ce terme-là, finalement, si on étudie le système dans le cas libre, sans l'implication d'une force extérieure, ce terme-là, en fait, il représenterait l'équation en pulsation propre. C'est-à-dire, en d'autres termes, les pulsations de résonance sont aussi les pulsations propres du système. Et nous avons aussi un phénomène d'anti-résonance. Donc, le numérateur égale 0. Cette équation correspond à l'équation conservative, caractéristique du système conservatif, dans le cas où il n'y a pas de force extérieure et pas d'amortissement. Et donc les pulsations qui vont me donner un ZE minimum, c'est-à-dire un maximum d'amplitude, les pulsations de résonance. On les appelle les pulsations de résonance. À partir de là, nous constatons que ces pulsations de résonance, nous notons
que les pulsations de résonance sont aussi les pulsations propres du système libre conservatif. Yani qui mettent une force extérieure. Pour tirer l'anti, donc nous avons oméga R1 c'est oméga 1 et oméga R2 c'est oméga 2. Oméga R1 c'est la première pulsation de résonance. On trouve que c'est égal à la première pulsation propre du système. Deuxième pulsation de résonance c'est la deuxième pulsation propre du système. Pour ce qui est de l'anti-résonance, on trouve aussi, c'est la pulsation pour laquelle la masse M1 de vitesse x1 point devient immobile, donc sa vitesse est nulle. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a une vidéo que je voudrais vous présenter. Cette vidéo, en fait, elle est utilisée par les étudiants en génie civil pour faire des expériences, pour vérifier et observer les phénomènes de résonance et d'anti-résonance et les différents modes de vibration. Donc ici, le système est un prototype de petit bâtiment ayant 3 étages et ce prototype est mis sur une table, une paillasse, une table vibrante, voilà. Donc une plateforme vibrante qui est excitée par un vibreur ici mécanique et un moteur. Donc on met en marche. Nous voyons que le moteur ici s'accélère jusqu'à atteindre certaines valeurs, 4,35 Hz. Et à cette valeur là, le système oscille avec un maximum d'amplitude. Il continue à augmenter la fréquence. Donc le système s'arrête. Donc au départ, ce que nous avions avec un maximum d'amplitude, c'était tout simplement, donc ici je vais vous remontrer si vous voulez. Voilà. Donc ici, première partie. Donc dans cette vidéo, là on est en résonance. C'est-à-dire le système est en train d'osciller avec un maximum d'amplitude à cette fréquence-là. Et c'est un mode vibratoire. Où les masques 1, 2, 3 en phase. Il augmente, il continue d'augmenter la fréquence. À un moment donné, on aura une deuxième résonance, mais dans un deuxième mode, avec une deuxième manière de vibrer. C'est ce qu'on va observer. Regardez ici, on constate que les deux masses là sont en opposition de phase et celui du milieu s'arrête. On voit bien que l'amplitude est en train d'augmenter dans les deux masses. L'amplitude de vibration est en train d'augmenter. Et celle de la masse du milieu est presque statique. C'est une anti-résonance pour celle-là et les deux autres sont en résonance. C'est le deuxième mode. C'est une pulsation de résonance. Et la pulsation de résonance, les pulsations de résonance sont égales aux pulsations des modes propres lorsque le système est libre conservatif. Voilà. Voilà, sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à de prochaines vidéos, Inch'Allah. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos études. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.